France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, notre émission proposée par France 24 et les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. En cette semaine de grandes manœuvres européennes pour voler au secours géopolitique et financier de l'Ukraine, nous consacrerons notre débat aux positions européennes vis-à-vis de Kiev. Nous parlerons aussi économie française et européenne avec Pierre Moscovici, notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Vous terminez votre mandat à la Cour des comptes en France à l'issue d'un parcours très européen. Je rappelle que vous avez déjà appartenu aux trois grandes institutions, le Parlement, puisque vous avez été député européen, la Commission de 2014 à 2019 en charge de l'économie, puis le Conseil européen, puisque vous l'avez fréquenté bien sûr comme ministre des Affaires européennes sous Lionel Jospin, puis de l'économie en début de mandat de François Hollande. Et maintenant, vous vous préparez à intégrer une quatrième institution européenne, la Cour des comptes de l'Union européenne à Luxembourg. Nous allons en parler, bien sûr. Mais pour commencer, parlons un peu de cette fameuse dette française. 115,6%, c'est bien au-dessus de la moyenne européenne. Un déficit à 5,4%, avec des difficultés à adopter un budget à l'Assemblée nationale, assemblée très morcelée. Nous sommes le mauvais élève de l'Union européenne. Mais ça a vraiment des conséquences sur le fond. Et lesquelles ? Écoutez, la France est un pays qui n'est pas n'importe quel pays, ni dans le monde, ni dans l'Union européenne. C'est un pays membre du G20, c'est un pays membre du G7, c'est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est un pays fondateur de l'Union européenne, c'est la deuxième économie de l'Union européenne. Historiquement, elle a un rôle moteur dans la construction européenne, et c'est vrai que quand elle n'est pas capable de balayer devant sa porte, de faire ses devoirs à la maison, en quelque sorte, forcément sa crédibilité, sa capacité d'entraînement est atteinte. Et puis il y a des conséquences évidemment financières et sur les politiques publiques, c'est ça l'essentiel. Oui, c'est vrai que notre dette est très élevée, c'est la troisième sur le podium européen, derrière la Grèce et l'Italie. Et pour le commissaire européen que j'ai été, imaginez que nous aurions une dette plus importante que la Belgique, l'Espagne, le Portugal, était quand même très compliqué, et c'était en 2019. Penser que nous aurions des taux d'intérêt plus élevés, non seulement que ces pays, mais aussi que la Grèce, c'était inimaginable. Penser que nos spreads avec l'Italie seraient réduits à zéro, franchement, on était très très loin du compte. Et donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la dynamique n'est pas bonne. La dynamique de notre dette est mauvaise, nous sommes les seuls dont la dette croît autant. Notre déficit est le plus élevé de la zone euro. La masse de notre dette est la première, 3 500 milliards d'euros. Nous sommes les premiers émetteurs de dette sur les marchés, 310 milliards d'euros. Et tout ça, surtout, aboutit à une charge de la dette annuelle qui est de 35 milliards d'euros, c'est-à-dire ce qu'on rembourse en 2021, qui est aujourd'hui de 74 milliards d'euros, d'après le budget 2026, s'il est voté dans de bonnes conditions, et qui va monter à 100 milliards d'euros. Eh bien, quand on en est là, on ne peut pas faire face aux défis du futur, que sont le financement de la transition écologique, que sont le financement de la transition numérique, que sont l'effort de défense ou le renforcement de notre capacité d'innovation et de recherche. Bref, un État trop endetté, c'est pas un pays qui fait faillite. Nous n'en sommes pas là du tout. Je ne compare pas du tout la France avec la Grèce de la fin des années 2000. J'ai bien connu ça, la crise grecque comme ministre des Finances et comme commissaire. Non. Mais nous sommes un pays qui s'affaiblit et qui a un nœud coulant autour du cou qui petit à petit l'impuissante et l'empêche d'agir pour le bien de ses citoyens. Alors puisque vous parlez et de la Grèce et de la dette, écoutons sur ce sujet Achille, un jeune grec qui souhaitait vous interpeller sur les différentiels de dette en Europe. C'est notre ligne directe. L'endettement public européen atteint des niveaux historiques après Covid. Et en même temps, nous observons une divergence inquiétante de cycle économique entre les pays méditerranéens qui redémarrent et les pays d'Europe centrale qui stagnent. Quelles réformes structurelles estimez-vous urgentes pour assurer la soutenabilité de la dette et pour réduire ces divergences macroéconomiques ? Alors Pierre Moscovici, en effet, regardons le chiffre du jour, 81,9%, c'est la dette moyenne des 27, bien au-dessus de la règle des 60% recommandée. Quelle réforme vous demande ce jeune grec ? Écoutez, 81% c'est trop, mais ce fut 95% dans mon souvenir au lendemain de la crise Covid. Ce qui veut dire que la plupart des pays de la zone euro ont quand même fait un effort pour réduire leur dette. Ce n'est pas le cas de la France, dont la dette est encore légèrement supérieure à ce qu'elle fut au lendemain de la crise Covid. C'est là
où il y a une forme d'anomalie française. Alors, parler de dette européenne, c'est vrai. Globalement, nous avons un problème de soutenabilité de la dette et que c'est toujours compliqué. Pas de soutenabilité, mais de... Et des différentiels qu'ils notent. Alors, oui, mais je viens quand même... Le niveau général est trop élevé et ça pose toujours un problème quand on est heurté, ça peut arriver, quand on se confronte à un choc conjoncturel, on a moins de capacité de réaction. Bon, ça c'est un premier point, c'est pour ça qu'il faut poursuivre patiemment cet effort. Mais il y a des divergences entre les 20-25% de pays comme le Danemark ou le Luxembourg, les 150 de la Grèce, 130 de l'Italie, 115, bientôt 120 de la France. Il y a bien sûr des divergences majeures. Et donc ça veut dire aussi que l'Union est toujours faite de ces États et que ce sont les États qui avant tout doivent réduire leur dette. Et ça vaut naturellement pour le pays qui est le mien, qui est le nôtre, c'est-à-dire la France. Je crois que franchement une France qui ne paye pas par l'exemple, qui ne montre pas sa volonté, ses capacités. En tant que président de la Cour des comptes, en début d'année, vous aviez menacé de refuser de certifier les comptes de l'État. Ça, c'est autre chose. Si les recommandations de l'institution n'étaient pas mieux écoutées. La certification. Qu'est-ce que vous regrettez à l'heure du bilan ? La certification, c'est autre chose. La certification, c'est que voilà, nous sommes les commissaires aux comptes de l'État, donc un certain nombre de règles doivent être observées, on doit améliorer ses comptes, et l'État ne le faisait pas, ne le fait pas. Et je crois qu'il s'est fait des progrès. Il m'a entendu quand même. Mon coup de gueule n'a pas été inutile, et j'ai dit à ce moment-là que l'année prochaine, donc en 2026, on refuserait de certifier les comptes de l'État. On verra d'ailleurs si on a vraiment écouté. Mais ce n'était pas par rapport à la situation financière de la France. Non. Pour la France, je le dis, il faut que nous reprenions le contrôle de nos finances publiques. Il faut que nous réduisions nos déficits. Vous savez, il y a un débat en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il est compliqué, très compliqué. Je sais que gouverner la France en ces conditions est extraordinairement difficile. Le Premier ministre fait ce qu'il peut pour cela, dans un contexte où il n'y a pas de majorité, où en plus, il n'y a pas non plus de véritable esprit de compromis ou de volonté de consensus. Mais quand même, mon message, il est simple. C'est que si on veut rester sur une trajectoire qui nous amène à moins de 3% en 2029, et c'est fondamental, justement pour inverser le cours de la dette, il faut que le budget finalement voté, et je souhaite qu'il soit voté à la fin de cette année, soit inférieur à 5%. Quand je dis inférieur, c'est pas inférieur ou égal, c'est moins de 5%. Donc nous devons faire un effort partagé, un effort intelligent, un effort qui d'abord priorise les économies en dépenses et accessoirement seulement la fiscalité, pas le tout fiscal non plus. Alors, pour en savoir plus sur ce qui se passe sur notre vieux continent, Pierre Moscovici, Oyana Almandoz vous propose quelques morceaux choisis de l'actualité. C'est l'Europe en bref. Cristal de Bohême tchèque, porcelaine de Limoges française, marbre de Carrare italien. Ces produits artisanaux européens pourront bientôt prétendre à une indication géographique protégée, comme les produits alimentaires. Une fois enregistrés, ils seront protégés dans toute l'UE par un logo dédié, comme l'explique le commissaire européen Stéphane Séjourné. C'est bien plus qu'un simple label, c'est un bouclier juridique contre les contrefaçons, un passeport commercial pour accéder à de nouveaux marchés. C'est une vitrine internationale pour vos territoires. C'est aussi un moyen de créer de l'emploi et de l'emploi local. Un nouveau scandale de corruption secoue l'UE. L'ancienne chef de la diplomatie, Federica Mogherini, a été inculpée dans une enquête concernant l'attribution par l'UE d'un contrat de formation de fonctionnaires européens au Collège d'Europe en 2022. Elle est soupçonnée d'avoir été avertie, à l'avance, des critères de sélection à remplir pour décrocher un futur appel d'offres. Inculpé aussi, le patron du service européen pour l'action extérieure jusqu'à l'an dernier, Stefano Sannino, et le co-directeur du Collège d'Europe. Tous ont été remis en liberté et Federica Mogherini a démissionné. La police fédérale belge poursuit son enquête sous contrôle du parquet européen. La Cour des comptes européenne alerte sur l'usage de l'argent européen. Certains pays sont à la traîne en matière de recyclage des déchets, selon un récent rapport. L'auditeur Steve Block appelle à plus de financement public. Tant les citoyens que les entreprises ont un rôle crucial à jouer. La mise en place d'incitations fiscales et l'adoption d'une tarification en fonction du volume ou du poids des déchets produits peuvent encourager les gens à mieux trier et à moins jeter. La Cour vise également la gestion de l'aide alimentaire de l'UE en Afrique subsaharienne. Des milliards d'euros qui n'ont pas bénéficié aux plus démunis, selon elle. Elle préconise de mieux cibler les régions pauvres. Pierre Moscovici, l'ancienne chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé le 4 décembre quitter ses fonctions à la tête du Collège d'Europe à Bruges, en Belgique, car le parquet européen enquête sur l'attribution de cet ENA européen d'un programme de formation pour des futurs diplomates, alors que cette ancienne chef de service, qui avait travaillé, comme vous d'ailleurs, sous la commission Juncker, vous la connaissez bien, aurait bénéficié d'informations confidentielles sur l'appel d'offres. Que traduit cette affaire pour la sphère bruxelloise qui est très émue ?
Il y a un devoir d'exemplarité quand on est à la Commission européenne. J'aime beaucoup Federica Mogherini. C'est une amie. Je l'ai connue comme chef de la diplomatie italienne, je l'ai connue comme chef de la diplomatie européenne, et c'est ce qui voulait dire aussi vice-présidente de la Commission. C'est une collègue. C'est une femme d'une énorme qualité, avec beaucoup de conviction. On verra ce que révèle l'affaire elle-même. En tout cas, je pense que son comportement, qui consiste à dire, dès lors qu'il y a une suspicion, je me mets en retrait de fonctions qui exigent justement cette exemplarité, elle a sans doute pris la bonne décision. Elle doit lui coûter terriblement, parce qu'elle adorait être doyenne du Collège de Bruges, qui est une institution extrêmement précieuse. Bon, laissons en même temps l'enquête faire son travail, la justice passer, ne condamnons pas avant de savoir. Federica a pris la décision, je crois, qui s'imposait, elle est sûrement très douloureuse. Je lui maintiens en tout cas complètement mon amitié. La Cour des comptes européenne, vous allez bientôt l'intégrer, Pierre Moscovici. Elle constate que l'Union européenne donne beaucoup à l'Afrique, alors que les Américains s'en retirent. Les pays, par exemple, subsahariens ont reçu 11 milliards d'euros, la moitié des finances sur les 10 dernières années, mais sans analyser suffisamment les régions les plus stratégiques, ni donner de réponse efficace, durable, ancrée dans le long terme, selon cette Cour européenne. Comment vous expliquez ça ? D'abord, je verrai. Vous savez, je ne suis pas à la Cour des comptes européenne, je vais y aller. Mais je respecte profondément ces travaux, naturellement, auxquels je participerai. Mais je vais faire une réflexion en deux temps. Le premier temps, c'est qu'il ne faut pas se saisir de l'opportunité qu'offre ce type de rapport pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons, avec l'Afrique, une relation historique majeure. Et l'Afrique est un continent de demain. Nous avons besoin d'être présents en Afrique. Je parle des Européens. Nous avons besoin d'aider les Africains à se développer, à développer leur économie, mais aussi à construire une société plus inclusive. Donc il ne me paraît jamais illégitime d'aider l'Afrique. Certains, idéologiquement, disent il faut tout supprimer là, rapatrions tout. Je ne suis pas de cela. L'aide au développement, l'aide à l'Afrique, c'est une bonne chose. Après, toute dépense publique doit être justifiée. Toute dépense publique doit être analysée. Et s'il y a, dans la manière de mettre en œuvre ces programmes d'aide, qu'ils soient africains ou français, des réorientations, des améliorations, alors elles sont bienvenues. C'est toujours à ça que sert une Cour des comptes, qu'elle soit française ou européenne. Alors, notre continent en train d'assister aux négociations russo-américaines pour un plan de paix sur l'Ukraine, sans y participer. Les négociateurs de Trump ont annulé leur étape en Europe. Et puis ne tiennent pas compte apparemment de ce qui a été négocié avec l'Europe. On fait quoi ? C'est une très mauvaise chose. D'abord, on ne peut pas avoir des négociations purement russo-américaines et traiter du sort des Ukrainiens sans les Ukrainiens et sans leur président légitime, qui est M. Zelensky, qui était à Paris lundi. Je pense que sa réception par le président Macron témoignait aussi du fait de la confiance que les autorités françaises lui font. Et les autorités françaises ne sont pas seules. Il y a aussi toute la coalition des volontaires, il y a les grands pays européens qui sont aux côtés de l'Ukraine. Et puis on ne peut pas non plus discuter de l'avenir de l'Ukraine sans les Européens, parce qu'elle est sur notre continent et que les garanties de sécurité, le moment venu, doivent être européennes. Donc je dirais que là, on doit être extrêmement attentif et éviter la double faute. Il faut aller vers la paix. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Le président Zelensky, je crois, en est tout à fait conscient. Mais ça doit être une paix qui préserve les intérêts des Ukrainiens, une paix qui ne peut pas être une paix aux conditions de Vladimir Poutine. C'est une paix qui associe les Européens et une paix, bien sûr, qui se conclut avec les intéressés eux-mêmes. Donc il y a encore du chemin à faire. Et de ce point de vue-là, éviter l'étape européenne, évidemment, est un mauvais signal. La Commission européenne, avant le sommet du 18 décembre, sommet européen, a présenté son plan de paix pour financer l'Ukraine sur 2 ans. La Belgique refuse toujours la nouvelle mouture de la Commission européenne pour adosser un prêt de reconstruction de l'Ukraine aux avoirs gelés, essentiellement sur le territoire belge et un peu en France. Est-ce que c'est caduc et illégal, comme le disent les Belges, selon vous, président de la Cour des comptes ? Je n'ai aucun moyen de le savoir. C'est un sujet technique et financier sur lequel je n'ai pas d'éclairage particulier. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il me paraîtrait bon, sain, que la volonté exprimée d'utiliser ces avoirs russes gelés aille jusqu'au bout pour financer ce que nous devons à l'Ukraine et notre soutien à l'Ukraine. Il faut naturellement limiter les risques, il faut garantir les États membres, ça je le conçois tout à fait. Je n'ai pas les données pour juger de la pertinence du plan de la Commission, mais je souhaite vraiment qu'on lève les risques, qu'on rassure les uns et les autres et qu'on aille de l'avant. Parce que vous savez, ça c'est un des problèmes des Européens, je les connais depuis longtemps. Vous avez rappelé que j'avais appartenu déjà à 3 institutions européennes, ce sera bientôt ma 4e. Peu de gens ont fait cela auparavant, peut-être d'ailleurs aucun. Et disant ça, c'est parce que j'ai l'Europe chevillée au corps
Et si nous sommes trop timides, si nous sommes trop repliés sur nos intérêts nationaux, si nous ne sommes pas suffisamment actifs, si nous ne sommes pas suffisamment présents, alors à ce moment-là, il ne faut pas non plus s'étonner que nous soyons une étape qu'on rate. Pour être entendu, il faut d'abord être soi-même volontaire. L'autre piste, c'est de faire de l'endettement européen à 27, sauf que à 27, il y a toujours un qui ne veut pas le faire comme les autres, c'est Viktor Orban en Hongrie. D'ailleurs, la Hongrie vient de devenir contributeur net au budget de l'Union européenne parce qu'ils ont perdu beaucoup de fonds européens qui sont gelés en raison de dérives sur l'état de droit. On fait quoi avec cette Hongrie ? On avance. C'est aussi simple que ça, il faut avancer. Le problème de l'Europe, c'est ça, c'est effectivement ce consensus qu'on doit chercher. Et j'ai toujours respecté, pour ma part, dans les fonctions qui ont été les miennes, tous les États membres de l'Union européenne. Il faut les traiter entre égaux. Mais il ne faut pas non plus accepter cette logique du veto. Il faut aller vers davantage, et même la totalité des décisions qui soient prises au vote à la majorité qualifiée. Il faut pouvoir avancer ensemble. Quand on est 26, que ça représente, je ne sais pas, 96% des droits de vote et 96% de la population, alors il faut pouvoir décider. Et il n'y a pas de secret. Il y a quelques États dans l'Union européenne, c'est l'Hongrie de Viktor Orban, c'est la Slovaquie aussi de Robert Fico et M. Pellegrini, qui sont des États qui ne regardent pas avec antipathie la Russie, pour ne pas dire qu'ils ont de la sympathie parfois pour Vladimir Poutine. Et donc non, il faut que nous soyons capables d'avancer. Encore une fois, ce qui se joue là, c'est notre existence même. Si le spectacle que nous offrons au monde, alors que nous sommes sur notre territoire, que cette guerre est européenne, et celui de l'impuissance, de la division et de la paralysie, alors ne nous étonnons pas qu'en effet on nous bypasse, qu'on fasse sans nous. Non, il faut être très présent. Pierre Moscovici, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Vous restez en notre compagnie pour notre débat avec la chaîne parlementaire, toujours consacrée à l'Ukraine. On poursuit sur ce thème. Merci de nous rejoindre pour notre débat consacré à la guerre en Ukraine. Donald Trump a remis un coup d'accélérateur ces dernières semaines en proposant un plan de paix prévoyant l'abandon de certains territoires ukrainiens à la Russie. Mais ce plan, même remanié par les Européens, ne convient finalement à personne et les négociations avec Moscou patinent. Dans ce contexte, l'Union européenne veut refinancer l'Ukraine qui est au bord de la banqueroute et la présidente de la Commission européenne propose d'utiliser les avoirs russes gelés en Europe et surtout en Belgique, pas satisfaisant pour les Belges qui craignent des représailles juridiques de la part de la Russie. Alors l'autre solution consiste en un grand emprunt en commun sur les marchés pour aider Kiev. Mais là, c'est la Hongrie de Viktor Orban qui met son veto, réputé proche du Kremlin. Le Premier ministre hongrois s'est d'ailleurs rendu à Moscou fin novembre pour négocier avec Vladimir Poutine la prolongation de son contrat pétrolier et gazier. Se félicitant de prix très bas obtenus, Viktor Orban va à l'encontre de la stratégie de l'Union européenne qui a trouvé un accord pour devenir indépendante de l'énergie russe en 2027. Pour en parler, nous accueillons Adina Revol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, auteur de l'essai intitulé, je cite, « Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen ». Et vous êtes également docteur en sciences politiques. En duplex, nous accueillons 2 eurodéputés. En duplex de Budapest, nous accueillons András László. Bonjour. Vous êtes eurodéputé hongrois et vous êtes membre du Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Et au Parlement européen, vous siégez dans le groupe des Patriotes pour l'Europe, à la droite de l'hémicycle européen. Et en duplex de Bruxelles, du Parlement européen, nous accueillons Tobias Kremer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, social-démocrate et diplomate de profession. On écoute tout de suite les inquiétudes des femmes ukrainiennes face au plan de paix dit russo-américain. On ne peut pas attendre grand-chose de la Russie. Rien de bon en tout cas. Ils veulent que nous nous rendions. C'est terrible, tant de gens sont morts. Nous ne pouvons pas faire de concessions sur notre territoire. Nous ne pouvons pas abandonner notre territoire, parce que si nous cédons maintenant, alors la Pologne, la Hongrie et d'autres suivront. Pourquoi nos soldats ont-ils donné leur vie? Comment regarderons-nous leurs familles dans les yeux? Si nous tendons la main aux Russes, ils prendront le bras. Alors Adina Revol, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui se joue dans ces discussions dites de paix où les Européens et l'Ukraine tentent de reprendre pied. Ils n'y arrivent pas tellement d'ailleurs. C'est plus que l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui se joue, c'est notre liberté
de la France, de l'Union européenne, et c'est notre avenir. Et d'ailleurs, ces femmes ukrainiennes qui d'ailleurs ont connu la Russie, on le dit très bien, on ne peut pas faire confiance aux Russes. Et l'attaque hybride a déjà commencé, donc la Russie nous attaque déjà. Donc en fait, c'est évident, c'est étayé par l'histoire. On ne peut pas faire confiance à la Russie, à l'URSS par le passé. Et donc aujourd'hui, on doit lutter pour que l'Ukraine gagne, puisqu'on joue notre liberté et notre avenir, si on veut vivre libre et si on veut pas vivre sous la coupe du Kremlin. C'est la Roumaine qui parle, qui est née derrière le rideau de fer, il faut bien dire. Andras Laszlo, vous avez entendu l'inquiétude de ces femmes ukrainiennes qui disent que si l'Ukraine cède des territoires à la Russie, eh bien ensuite ce sera la Pologne, la Hongrie qui suivront. Alors Viktor Orban se dit plutôt proche de Donald Trump et Vladimir Poutine, mais est-ce que vous faites vraiment confiance à ces deux hommes, l'Américain et le Russe, pour régler finalement l'avenir et la sécurité de l'Europe ? C'est un choix intéressant des interviews, puisque les sondages déjà l'année passée montraient que, en fait, même les Ukrainiens, la majorité, sont prêts à faire des concessions et à faire des compromis pour terminer cette guerre. C'est la même opinion publique en général en Europe et depuis beaucoup longtemps aux États-Unis. En ce qui concerne les stratégies de paix et des négociations, c'est dommage que l'Union européenne, les chefs des institutions européennes, et même les chefs des grands États membres s'y impliquent pas vraiment pour avoir des négociations sérieuses qui représenteraient aussi l'intérêt de l'Europe. En fait, maintenant, l'Europe est dépendante de ce que va négocier le président des États-Unis et le président russe, puisque nous, pendant 4 ans, nous n'avons même pas essayé cela. C'est très dommage, puisque déjà l'année passée, ça fait plus d'1 an que M. Trump était réélu président. Tout le monde savait qu'il voulait mettre fin à cette guerre. Et malheureusement, depuis 1 an, on sait que la politique américaine sur la guerre en Ukraine a changé, mais l'Europe reste toujours dans sa mentalité précédente qui est en faveur de continuer la guerre et rêve d'une victoire militaire sur le front, qui est en fait pas réaliste du tout. J'ai entendu aucun expert cette dernière année parler d'une victoire ukrainienne. Alors, Tobias Kremer, vous êtes peut-être d'accord sur l'idée avec M. Laszlo que l'Europe a intérêt aussi à de temps en temps avoir un plan de paix, mais peut-être moins d'accord sur l'idée que finalement il n'y a pas de victoire militaire ni de poussée militaire possible et qu'il faut se résigner à lâcher des territoires. Je crois tout ce qui est clair et ce que je crois qu'il faut vraiment dire et être honnête. Bien sûr, nous voulons la paix. Et bien sûr, il y a les Ukrainiens, il n'y a personne qui veut la paix plus que les Ukrainiens. Mais je crois qu'il faut être très, très honnête. Il y a une différence entre la paix en liberté et une paix sans liberté qui est la dictature. Et je suis très d'accord avec M. Laszlo que moi, j'aimerais beaucoup plus d'initiatives européennes de négociation, d'initiatives diplomatiques. Mais il faut comprendre, moi je suis autant que diplomate, je vous dis, des négociations, ça marche seulement d'une position de force. Pas d'une position de faiblesse ou d'une position d'apaisement. Et le problème, en fait, pour l'Europe, c'est qu'on s'est attendu trop à Donald Trump. On a toujours espéré que Donald Trump viendra et va résoudre le problème. Mais il y a alerte spoiler, les Américains ne le feront pas. On ne peut pas se relier beaucoup plus à Donald Trump qu'au Père Noël. Finalement, si nous voulons une vraie paix en Europe, une vraie durable en Europe, c'est aux Européens de se mettre dans une position de force, de mettre les Ukrainiens dans une position de force et finalement avoir Poutine à la table de négociation, mais pas d'une manière de capitulation, pas d'une manière d'avoir une paix qui devient une dictature, mais une position pour les vraies négociations, pour qu'on puisse avoir la sécurité non seulement pour l'Ukraine, mais pour nous autant qu'Européens. Et puis en attendant, la Russie continue à bombarder l'Ukraine. L'effort de guerre ukrainien reste nécessaire, d'autant que l'Ukraine pourrait arriver dans une situation de faillite au début de l'année 2026. Il y a une urgence de refinancement de l'Ukraine de la part de l'Union européenne avec 2 options. Adina Revol, première option, utiliser les avoirs russes. Deuxième option, faire un grand emprunt européen. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'unanimité au sein de l'Union européenne sur une des 2 options. Donc c'est compliqué pour la Commission européenne.
On parlait de la paix, de la nécessité de l'Europe d'être fort dans ces négociations. Mais pourquoi l'Europe, finalement, est en attente et tout ça? Parce qu'il y a Viktor Orban et Robert Fico qui sont à la solde du Kremlin, il faut le dire. Et donc, en réalité, l'Europe n'est pas unie. Et si on n'est pas unis, on n'est pas fort. Et donc, aujourd'hui, on est face à un choix cornélien, c'est-à-dire soit on emprunte, mais là, la Hongrie dit non. Donc là, il faut l'unanimité. Soit on utilise la voie russe. C'est tout à fait légal en droit international, puisque l'Assemblée générale des Nations unies a décrété, donc a adopté une résolution qui dit que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc on n'enfreint pas le droit international, justement. Et donc, on aide l'Ukraine à défendre notre liberté. Donc, il n'y a rien de plus juste aujourd'hui. Et pour revenir dans le jeu international, pour ne plus avoir affaire à des diktats de Kremlin ou de Washington, à revenir dans ce jeu, justement en assumant notre rôle, parce que c'est l'année zéro de l'Europe. On doit justement être capable, le 18 décembre, annoncer à Bruxelles un accord sur l'utilisation des avoirs gelés russes. Ce n'est pas une confiscation. Alors, vous avez des réparations. Vous avez entendu, Andras Lazo, cette idée que Viktor Orban est celui justement qui ne veut pas entendre parler d'un emprunt et va probablement mettre son veto. Beaucoup pensent en Europe qu'il est en train, par des vétos successifs, de faire perdre la guerre à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La Hongrie a participé aux décisions des sanctions européennes. On a négocié chaque fois c'est quoi la stratégie de l'Europe vis-à-vis de la guerre en Ukraine, comment terminer cette guerre. En fait, il y a évidemment une différence sur la politique étrangère, mais la politique étrangère reste dans l'Union européenne une compétence des États membres. Si la majorité des États membres, que ce soit 24, 25 pays, qui pensent que c'est absolument nécessaire que l'Union européenne investisse encore des centaines de milliards d'euros dans la guerre en Ukraine sans essayer les négociations diplomatiques, ils peuvent très bien le faire au niveau national. Il n'y a personne qui empêche que la France, que l'Allemagne, que la Pologne ou d'autres pays qui pensent que cette guerre est absolument notre guerre, ce n'est pas la position hongroise, qu'ils fassent tous les efforts qu'ils pensent qu'il est nécessaire. Il y a souvent, lors des sommets européens, des désaccords sur les sujets. Évidemment, il y a un blocage de la part de la Belgique, il y a un blocage de la part de la Hongrie quand c'est l'intérêt hongrois, quand c'est l'intérêt belge, ou c'est aussi le cas pour d'autres pays. Il n'y a rien, en fait, qui explique pourquoi les États membres qui pensent que c'est vraiment une question cruciale pour la sécurité européenne, pourquoi ils n'y investissent pas plus eux-mêmes. En fait, le problème depuis le début, c'est que l'Union européenne n'a pas de stratégie ni sur la question et les conséquences énergétiques, ni sur la question financière. C'est comment terminer cette guerre, qu'est-ce qui est acceptable, c'est quoi l'intérêt européen quand cette guerre va finalement terminer. Tobias Kremer, qu'est-ce que vous répondez à votre homologue hongrois qui estime que cette guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre de la Hongrie et qu'il est donc du coup hors de question d'un grand emprunt européen pour refinancer l'Ukraine? Je me demande de temps en temps qu'est-ce qu'il nous faut de plus. Nous avons à l'instant déjà une attaque, une guerre hybride menée par la Russie contre tous en Europe. Nous voyons les drones au sud de nos villes, nous voyons nos aéroports qui doivent cesser leurs opérations à cause de ça. Nous voyons la flotte fantôme qui opère, qui sabotage les cibles dans la mer Baltique. Il y a des armées de bots qui interviennent de nos discours publics. Et franchement, qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre que pour Poutine, ce n'est pas une question de l'Ukraine. Pour Poutine, c'est le but exactement de diviser l'Europe, de diviser aussi l'unité entre les États-Unis et les Européens pour finalement mettre en cause nos démocraties. Parce qu'il en a peur des démocraties qui ont du succès. L'Allemagne est pour un grand emprunt parce qu'elle est souvent très réticente pour les questions budgétaires.
Déjà, l'Allemagne, à l'instant, vient d'ouvrir sa freine à la dette. L'Allemagne est maintenant devenue le dépenseur le plus grand pour la défense. Et l'Allemagne, et je trouve que c'est une très bonne chose, le fait au niveau européen pour qu'on puisse avoir une coordination européenne. C'est pourquoi on a soutenu tout ce qui est SAFE, 150 milliards d'euros et tout cela. Mais franchement, une question, je me demande des fois, quand il y a des chefs d'État ou de gouvernement qui disent l'Europe n'a pas très bien marché, c'est un peu et avant ils ont toujours mis le veto, c'est un peu comme si on met toujours les bâtons dans les roues et après on se plaint que la voiture ne marche pas très bien. Il faut travailler ensemble là-dessus et finalement, si on regarde le sondage, si on demande aux Européens où ils veulent plus d'Europe, pas moins d'Europe, mais plus d'Europe, c'est la question défense, c'est la question sécurité. Et je crois qu'il faut répondre à ces questions parce que c'est notre sécurité, c'est la sécurité de nos citoyens qui est mise en jeu. Adina Revol, sur la question énergétique, c'est votre question. Effectivement, l'Union européenne a trouvé un accord cette semaine pour devenir pleinement indépendante du gaz russe en 2027. Est-ce que ça peut affaiblir la Russie ? Écoutez, oui, mais c'est trop tard, parce qu'on a déjà dépensé 214 milliards d'euros depuis le 24 février 2022. C'est 214 milliards de trop. Parce qu'il faut le dire, on a financé de manière indirecte cette guerre. Et derrière, on aide l'Ukraine à se reconstruire. Mais l'Ukraine a reçu pour le moment 170 milliards. Donc, et qui a acheté beaucoup de pétrole et de gaz russe ? La Hongrie, la Slovaquie. Et d'ailleurs, vous avez dit, monsieur Laszlo, que la Hongrie a toujours participé aux sanctions. C'est faux, parce que sous le pétrole, il y a une dérogation pour la Hongrie et la Slovaquie, alors que la République tchèque, qui avait la dérogation au début, a réussi à s'en défaire, parce que justement, il avait la volonté politique du gouvernement et du président pour devenir indépendant de la Russie et d'arrêter de financer la guerre en Ukraine. Réponse à cela, monsieur Laszlo. Qui achète le LNG russe maintenant? C'est pas la Hongrie. On n'a pas de port pour importer gaz naturel liquéfié. le LNG russe. Mais vous avez raison, c'est la France, donc la France doit arrêter aussi. Mais vous avez aussi acheté, vous continuez d'acheter non seulement du pétrole, mais également du gaz russe. Andras Laszlo, une question justement, puisque Viktor Orban est allé à Moscou, au Kremlin, fin novembre, rencontrer Vladimir Poutine et prolonger le contrat énergétique de la Hongrie en disant que la Hongrie allait continuer à importer des hydrocarbures russes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Hongrie veut rester dépendante de la Russie et financer la guerre de Vladimir Poutine? Je ne suis pas d'accord avec cette phrase de financer la guerre. En fait, c'est aussi les Ukrainiens qui, après, rachètent le gaz russe venant à travers la Hongrie. C'est les Ukrainiens qui achètent le diesel qui est raffiné du pétrole russe en Hongrie. Donc, le marché d'énergie, ce n'est pas un marché comme on va au supermarché, on prend ce qu'on veut dans le magasin. C'est un système complexe, global. Il y a beaucoup de dépendance et beaucoup d'interdépendance. Et en fait, le problème avec les sanctions européennes sur l'énergie russe, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Le fait qu'on coupe, où il y a une volonté de couper les importations russes, ça ne résout pas le problème de prix de l'énergie en Europe. Et qu'est-ce qu'on va acheter au lieu pour remplacer et avoir un prix d'énergie en Europe qui rend l'économie européenne compétitive? Sur l'énergie, c'est très clair. Il faut aussi avoir un peu de confiance en nous-mêmes. Tous les autres pays européens sont capables de devenir indépendants de l'énergie russe. Et on sait très bien que l'énergie russe, c'est seulement un danger pour nous. Ça nous rend dépendants de la Russie. Mais pour moi, l'essentiel, c'est vraiment il faut changer les calculs de Poutine. Poutine croit qu'il peut continuer cette guerre, intensifier cette guerre, parce qu'il croit que le temps joue en sa faveur. Il faut changer ce calcul et on peut changer ce calcul en utilisant finalement les avoirs gelés russes parce que c'est ça qui fait mal à Poutine, de montrer que l'Ukraine pourra se défendre pour les prochaines années et aussi pour donner une citation à Poutine pour finalement cesser la guerre parce que maintenant s'il la prolonge la guerre, c'est pas seulement les soldats qu'il perd. Donc malheureusement on a l'impression qu'il s'en moque, mais il perd aussi de l'argent et ça lui tient à cœur. Oui. Merci à vous d'avoir été présent sur ce débat. Vous le voyez très vif en Europe. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur nos antennes.